Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et comme on le fait de façon religieuse tous les mardis depuis quand même quelques temps, on va jaser monnaie, argent avec Pierre-Paul. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. En forme à cette température un peu plus fraîche qu'on a connue, aussi du beau temps à travers ça. Ah oui, très en forme. Pierre-Paul, on va parler d'un cas typique encore une fois. Là, je dis c'est un cas typique, il faut faire attention, c'est plus qu'un cas typique, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment ce dont on va parler. C'est une dame qui, progressivement, comme ça, pas à pas, semblait s'endetter, puis sans s'en rendre compte trop, d'après ce que je peux voir. Oui, c'est ça. C'est assez insidieux, hein, le crédit. La dame en question, c'est une dame, Diane, de 55 ans, célibataire, qui a une vie là, bien remplie. Là. Donc, tu sais, amis, resto, travail, donc un petit peu là, comme beaucoup de personnes là, en général, là, très normal a priori. Diane, elle a à peu près au début de l'histoire, à peu près une dizaine de mille dollars de cartes de crédit. Donc, encore là, quelque chose de très gérable. Les paiements sont à jour, prêts de voiture à jour, tout va bien. Mais on a quand même un 10 000 dollars sur carte de crédit. Okay. À un moment donné, il arrive une bad luck dans la vie de Diane et donc elle doit réparer des éléments sur son véhicule. Elle prend sa carte de crédit, donc ça augmente un petit peu ses paiements, mais c'est encore gérable. Mais il se passe là, différentes choses comme ça, puis peut-être un petit peu de négligence, des paiements imprévus, puis finalement, la carte de crédit augmente tranquillement. Et avec aussi l'augmentation qu'on peut voir là, à chaque année, à tous les mois d'août, depuis quelques années, pas encore jusqu'en 2025, on a des augmentations des paiements minimums sur les cartes de crédit qui se passent. Donc, finalement, Diane se ramasse avec un paiement de 700 $ par mois à faire sur sa carte de crédit. Et ça commence à être un problème. Donc, ce qu'elle a fait, en tentant de trouver des solutions, elle est allée chercher une nouvelle carte avec un meilleur taux d'intérêt. Elle a payé une carte avec une autre. C'est aussi une stratégie qu'on voit souvent les gens utiliser. Le problème de cette stratégie-là, et c'est ce qui est arrivé à Diane, c'est que rapidement, les gens souvent vont réutiliser la carte qu'ils viennent de payer avec une autre. Et donc, là, Diane s'est retrouvée avec 2 cartes de crédit qui se remplissent aussi. Et là, la situation va pas de mieux en mieux. Et Diane aussi, c'est quelqu'un qui aime ça avoir une voiture neuve, donc elle avait un véhicule de financer, mais seulement après 3 ans, elle a voulu faire un changement de véhicule. Encore là, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, là, des gens qui vont financer un nouveau véhicule. Dans ce financement-là, finalement, le paid-out, le montant qui restait à payer sur la voiture actuelle de Diane, était trop élevé pour le financer sur 5 ans comme elle aurait voulu, puis avoir des paiements qui lui convenaient. Donc, tout simplement, elle l'a financé sur 7 ans, malgré le fait qu'elle avait une garantie de 5 ans. Donc, ça, c'est une petite mise en garde que je veux faire aux gens en passant. Ouais. Quand on a un véhicule qu'on le fait financer, il devrait être financé pas plus longtemps que la durée de notre garantie par choc à par choc. Parce que la journée où on se retrouve avec un véhicule qui est plus sur la garantie, on a automatiquement plus de dépenses potentielles et les garanties ont la fâcheuse habitude de tomber échéance juste avant nos problèmes. Donc, c'est drôle, donc, faut faire attention. Oui, c'est ça. Ça devrait que c'est fait comme ça. Donc, elle s'est fait prendre là-dedans pour des questions de paiement. Donc, on lui a vendu un paiement mensuel qui rentrait dans son budget très serré. Elle l'a accepté. Donc, elle a financé son véhicule sur 7 ans avec des intérêts sur 7 ans aussi. Donc, encore là, payer des intérêts sur 7 ans pour un véhicule, c'est long. Donc, il faut être conscient de ça. Elle s'est fait vendre aussi véhicule. Souvent, on se fait vendre des garanties prolongées, des entretiens quelconques. Et tout ça ensemble, on fait quand même un paiement qui était un petit peu plus élevé que ce que Diane aurait dû dans les circonstances. Et là, avec tout ça, elle s'est ramassée avec des problèmes, évidemment. Elle a eu l'autre idée après ça de sortir des REER pour payer ses cartes de crédit. Elle avait 20 000 $ sur des cartes de crédit à ce moment-là, sur ces 2 cartes. Elle a sorti des REER pour payer ça. Et elle a continué son train de vie normal. Donc, elle palliait un problème avec une solution qui amenait d'autres problèmes, là, si on voit un petit peu le pattern. Oui, parce que des REER, quand on les sort, c'est un revenu. Oui, c'est un revenu imposable, donc on a des impôts à payer là-dessus. Donc, si on a une braquette d'impôt moindrement un petit peu plus élevée, les prélèvements qui sont faits au moment où on sort le REER sont insuffisants pour payer tout l'impôt que ça va nous coûter, ce REER-là. Ouais. Donc,
s'est ramassée effectivement à avoir une dette d'impôt, comme tu viens de le dire, c'est un bon réflexe. Malheureusement, elle n'a pas appris de ses erreurs, donc elle s'est réendettée aussi sur ses cartes de crédit malgré tout ça. Et c'est là qu'elle est venue nous rencontrer. Donc, elle avait encore là une vingtaine de mille sur ses cartes de crédit. Elle avait sorti ses REER. Elle avait un financement sur un véhicule qui était financé sur probablement trop longtemps. Donc, on a regardé avec elle un petit peu tout. On a fait plusieurs changements dans sa situation. Et c'est là que c'était pertinent aussi. Là. Mais là, on parle d'une personne qui vit au-dessus de ses moyens, littéralement, là, Pierre-Paul. Oui, je dirais que c'est la majorité des gens vivent légèrement au-dessus de leurs moyens. Okay. C'est ça qui est insidieux. En fait, là, le taux d'endettement selon Statistique Canada, les dernières données qu'on avait étaient de 186 %. Ça veut dire là, que par chaque dollar de revenu gagné, on doit payer 1,86 $ de dette. Donc, si vous faites le calcul vite fait, là, la moyenne des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Eh mon Dieu, c'est énorme, 186. Oui, c'est énorme. Et c'était exactement le cas de Diane. Et les gens, tant qu'ils ont accès au crédit, des fois peuvent continuer cette roue-là, des fois, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans avant de venir nous voir, toujours en creusant un petit peu plus là, leur déficit financier. Donc, c'est ça qui amène des problèmes. Donc, on a commencé par regarder la voiture. On a dit, l'auto là, coûtait trop cher dans son budget. Donc, elle a commencé par se refinancer une nouvelle auto qui était usagée, qui était moins chère pour avoir des paiements plus bas. Ça a été un des premiers mouvements qu'on a fait. Et il a fallu régler, je vais expliquer un petit peu après, comment on devait régler le véhicule actuel, parce qu'on peut pas juste financer une auto puis arrêter de payer l'ancien véhicule. Ça fonctionne pas, mais on a des stratégies pour ça. Okay. Elle a pris une assurance responsabilité sur ses meubles qu'elle n'avait pas. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit souvent. Les gens dans leur budget n'ont pas, exemple, quelqu'un à loyer qui n'a pas d'assurance responsabilité. Si par accident, il met le feu dans son appartement, les assureurs de son propriétaire vont le poursuivre. Et on a des gens qui ont dû des fois déposer des faillites parce qu'il y avait une poursuite d'1,5 million à cause qu'il avait mis le feu dans un bâtiment complètement par accident, mais il n'y avait pas d'assurance pour les couvrir pour cette responsabilité-là. Donc ça, c'est une des choses qu'on s'est assuré avec madame, là, qu'elle avait cette assurance-là qui coûte des fois 25 $ par mois. Là. C'est pas des assurances qui coûtent très cher, des fois moins que ça. On lui a expliqué aussi dans son cas que malheureusement, s'il était venu nous voir un petit peu plus tôt, ses REER, elle les aurait gardés parce que les REER, quand on dépose une proposition ou une faillite, deviennent insaisissables. Donc, au lieu de sortir cet argent de ses REER pour payer des dettes et retomber dans la même situation quelques mois plus tard, elle aurait pu garder ses REER et on aurait pu faire une stratégie un peu plus tôt. Donc ça, c'est bien dommage, mais malheureusement, ça fait partie des problèmes quand les gens attendent trop avant de venir nous voir. Quand on en est rendu à sortir ses REER pour se sortir du trou, excusez l'expression, ça veut dire qu'on est peut-être mieux d'aller voir un syndic à ce moment-là pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions. C'est ça, l'idée, c'est de présenter les solutions. Des fois, la solution va être, oui, effectivement, c'est une bonne idée de sortir ses REER, ça arrive. Mais des fois, ça arrive que ça règle pas tous les problèmes. Et quand ça règle pas tous les problèmes, on crée un nouveau problème, notamment en raison de l'impôt, mais aussi parce qu'on vient d'en s'enlever un bien que personne n'aurait été chercher. Là, on vient de le vider pour payer des dettes. Donc, des fois, il y a des stratégies à regarder encore là. Et c'est pas une stratégie égale pour tout le monde. Ça dépend de la situation de chacun. Là. Puis, l'autre détail que je vais amener, parce que là, on parle de ça, puis on dit, allez voir un syndic. Un syndic, là, ça coûte rien, finalement, à la personne qui va le rencontrer. Non, c'est ça. Quand on rencontre les gens, puis non seulement ça coûte rien, mais c'est ça, on donne beaucoup de renseignements, on donne la formation budgétaire, on donne de l'accompagnement aussi pour se structurer. Des fois, on va regarder aussi au niveau familial, parce que les gens, des fois, ont beau avoir une bonne structure, si leur conjoint dépense d'une façon complètement différente, des fois, ça a de l'impact sur l'autre conjoint, sur les enfants, etc. Donc, on va vraiment regarder toutes les options, pas seulement la faillite, la proposition. J'ai encore entendu ce matin un client qui est venu me voir puis qui disait j'ai attendu, ça fait 1 an que je sais que je devais venir te voir, mais tout le monde autour de moi me disait va pas voir un syndic, tu vas scraper ton nom. Alors que ça n'a aucun rapport. Le fait d'aller voir un syndic pour aller prendre ces informations n'implique absolument pas un choix. Donc ça, malheureusement, c'est sûr qu'il y a, il y a certains cabinets de syndic qui vont pouvoir, disons, influencer un petit peu plus pour déposer un dossier. Fait que c'est ça que les gens ont peur. Mais ça, c'est certain que moi, je m'éloigne le plus possible de ça. On veut éviter au plus possible la faillite, le redressement financier. Donc, quand il y a d'autres solutions, on les regarde ensemble, on les suggère. Et ces solutions-là sont fréquemment gratuites. Donc c'est important de vérifier
ses options. Puis le syndic, c'est la seule personne habilitée à faire ces diagnostics-là. Là. Donc les gens, malheureusement, ont encore peur de venir nous voir, même juste pour prendre l'information, ce qui est très dommage. Un regard extérieur, c'est tellement rassurant et bâtisseur, là, des fois. C'est incroyable de passer à côté de ça quand même. Oui. Ouais. Cette dame s'en est tirée comment? Parce que là, on est pris. Là. Il y a de l'endettement important qui s'est installé. Les rires sont plus là. Est-ce qu'elle avait une résidence? Est-ce qu'elle avait une hypothèque? Non, madame, c'est ça, elle est à loyer. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a pris avec elle, on l'a suggéré de prendre une assurance responsabilité qui couvre ses meubles, mais qui couvre sa responsabilité civile en cas de problème. Donc, elle était locataire. Et c'est ça. Donc, ce qu'on a fait avec elle, en fait, elle a remis son auto pour lequel elle avait une balloune. Cette balloune-là a rentré dans l'offre qu'on a faite au créancier. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a fait un offre de 12 000 sans intérêt au créancier. Donc, elle s'est libérée d'à peu près une quarantaine de mille avec intérêt. Ça lui a coûté à peu près 12 000 qu'elle a payé. En fait, elle est encore en train de le payer, qu'elle va payer sur 5 ans. Et donc, ça rentre dans son budget. Elle a remis son auto, elle a financé une auto moins chère. On a suspendu aussi la saisie du gouvernement parce que madame avait des impôts impayés, là, suite notamment à la sortie de CEREER. Donc, quand on dépose une proposition, on se libère de nos dettes d'impôt et on suspend les procédures de saisie du gouvernement quand les saisies s'en viennent. Donc, ça, c'est un point très important dans son cas. On a évidemment restructuré tout son budget, donc on l'a aidé à faire un budget, on lui a donné des façons de gérer son budget, ce que malheureusement 80% de mes clients, 90% de mes clients ont jamais fait un budget de leur vie avant de venir nous voir. Donc c'est une des bases qu'on insiste beaucoup, parce que si on n'a pas de budget, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas comment on a d'argent d'allouer pour chacun de nos postes budgétaires. Donc ça a été très important dans son cas aussi. Et bien évidemment, on l'a libéré de la balloune du véhicule, ses cartes de crédit, ses dettes d'impôt. Fait que tu sais, la morale de ça, dans le cas de madame, là, ça a été de dire, peut-être ne pas attendre autant avant de venir nous voir, parce que si elle était venue nous voir un an et demi plus tôt, elle n'aurait pas sorti CEREER. Si on sort CEREER, pensez à l'impact fiscal, donc ça peut faire partie d'une analyse à savoir ça vaut-tu la peine de sortir les REER. C'est quelque chose qu'on analyse fréquemment avec les gens pour savoir si c'est la bonne option. Et malheureusement, les gens souvent vont tenter de régler des conséquences de leurs problèmes et non pas la source des problèmes. Comme on a vu avec madame, elle s'est endettée, elle a trouvé une nouvelle façon de déplacer ses dettes, mais elle s'est réendettée par la suite. Donc, la source du problème, qui était la gestion budgétaire, a amené de l'endettement très, très, très progressif, très doucement, qu'on ne voit pas venir. Et donc, en essayant de régler juste des conséquences, elle n'a jamais réglé le problème de faire vraiment une analyse budgétaire de comment je devrais m'aligner, comment je devrais allouer à mes loisirs, à mon restaurant, à peu importe. Et une fois qu'on a fait cette analyse-là, madame, elle n'aura plus jamais de problème tant qu'elle s'en tient au budget qu'elle a fait. Donc, c'est ça la stratégie. Et sa qualité de vie demeurait probablement à peu près la même. Ben oui, parce que si on a un budget déficitaire de 200-300 $, disons, c'est très facile d'aller chercher à quelques petits endroits des montants et d'aller rechercher cet argent-là. Et ce 200-300 $-là de déficit à tous les mois, c'est ça qui fait que sur plusieurs années, on est rendu à 40 000 de dette parce que les intérêts font très mal, d'une part, et d'autre part, quand il nous arrive des bad luck, on n'a pas de coussin, fait qu'on est toujours obligé d'aller dans de la dette avec des taux d'intérêt élevés comme des cartes de crédit. Et donc, non, madame, effectivement, en n'ayant pas 40 000 $ de dette, mais en ayant seulement un paiement sur 5 ans pour payer 12 000, elle avait un budget qui lui laissait amplement de place pour faire les mêmes loisirs qu'elle faisait, mais peut-être faire quelques petits choix différemment et se budgéter convenablement. Donc, au lieu de faire 4 sorties par mois, c'est peut-être 2 sorties par mois, mais qu'on choisit. Puis on change tout simplement le type de dépenses qu'on fait ou le type de sortie qu'on fait. Il y a plein d'options pour que ça nous coûte moins cher. Entre prendre un verre à la maison ou prendre un verre dans un bar, il y a une grosse différence de coût. Et on est capable dans son cas, on est capable de faire un party entre amis dans une maison. Ça coûte vraiment, vraiment moins cher qu'une soirée resto-bar, par exemple. Effectivement. Donc on fait des choix comme ça. Génial. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais j'aimerais avoir des coordonnées pour vous rejoindre parce que si les gens ont besoin d'aide, vous êtes là. Oui, donc pour nous joindre, 1-844-LACASSE, donc c'est le numéro pour nous joindre. Les gens peuvent nous joindre aussi sur notre site internet, lacassesyndic.com. Ils peuvent aller voir nos vidéos, nos chroniques, on fait encore ensemble aussi sur notre Facebook, Lacasse et Associés. Puis effectivement, on est le seul syndic autorisant l'insolvabilité en Abitibi-Témiscamingue et on veut absolument rencontrer les gens le plus possible en prévention, les aider à trouver des solutions pour éviter justement d'avoir recours à la faillite dans leur cas. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Encore une fois, ce fut très instructif et très intéressant. Merci, Denis.